Chapitre 20. Logements sociaux. Si les arbres adultes sont trop gros pour les usages décrits plus haut, ils sont utiles à quantité d'autres animaux. Les plus grands constituent des logements convoités, mais y accéder se mérite. Ce n'est pas un service que les arbres rendent volontiers. Les oiseaux, martres et chauves-souris ont une préférence marquée pour les troncs des vieux individus au diamètre plus large. En effet, ces derniers possèdent d'épaisses parois qui isolent correctement de la chaleur et du froid. Le premier coup de pioche, c'est le cas de le dire, est habituellement donné par un pic-et-pêche ou un pic noir. Il creuse un trou dans le tronc, mais seulement de quelques centimètres de profondeur. Contrairement à la croyance trop répandue qui voudrait qu'il ne creuse que des arbres morts, les pics recherchent souvent des individus sains. Iriez-vous vous installer dans un vieux bâtiment délabré quand la perspective d'un beau logement neuf s'offre à vous juste à côté? Les pics aussi préfèrent que leur maison soit solide et dure dans le temps. Ils sont maîtres dans l'art de piquer et de creuser le bois sain, mais devoir achever les travaux en peu de temps serait au-dessus de leur force. Ils piochent donc un peu le tronc, puis ils s'accordent une pause de plusieurs mois et comptent sur l'aide de champignons. Pour ces derniers, l'invitation est une aubaine, car en temps normal, ils ne peuvent pas franchir la barrière de l'écorce. Trop heureux de l'occasion, ils s'empressent de coloniser l'ouverture et commencent à dégrader le bois. Pour l'arbre, c'est une double agression. Pour le pic, un partage bien compris du travail. Quelque temps plus tard, en effet, les fibres du bois sont si tendres que les travaux peuvent reprendre sous les meilleurs auspices. Un jour arrive où la loge est prête à être habitée. Mais le pic noir, qui est gros comme une corneille, a de grandes exigences et il construit encore plusieurs cavités avant d'emménager. Une première sera destinée à la couvaison, une deuxième au repos et les autres à changer de décor. Les cavités sont rafraîchies tous les ans, ce dont témoignent les éclats de bois au pied des arbres. Ces travaux de rénovation sont une nécessité car, une fois dans la place, plus rien n'arrête les champignons. Ils progressent toujours un peu plus dans le tronc où ils transforment le bois en mule, un terreau humide peu adapté à la nidification. À chaque fois qu'il entreprend de nettoyer ce surplus indésirable, le pic agrandit un peu sa loge. Arrive un jour où celle-ci est trop grande et surtout trop profonde pour les oisillons qui doivent grimper jusqu'à l'ouverture pour prendre leur envol. C'est le moment de laisser la place au suivant. Les nouveaux occupants sont des espèces qui ne savent pas construire dans le bois, comme la citelle torche-peau. Elle est plus petite que les pics, mais elle leur ressemble. Piquent de la même façon le bois mort pour en extraire des larves de coléoptères et installent volontiers son nid dans les loges qu'ils ont abandonnées. Il faut toutefois qu'elle procède à quelques modifications, notamment qu'elle réduise la taille du trou d'entrée, si grand qu'il permettrait le passage de ses ennemis. Pour qu'aucun prédateur ne puisse venir dérober sa nichée, elle enduit artistiquement l'orifice de boue argileuse jusqu'à ce qu'elle seule puisse passer. À ce propos, les arbres offrent un autre service à leurs petits occupants. Les fibres du bois ont la particularité de propager les sons de manière remarquable, d'où l'emploi du matériau pour les instruments de musique comme les violons et les guitares. Vous voulez en faire l'expérience? Posez votre oreille sur le tronc d'un grand arbre abattu, côté ou pied, et demandez à quelqu'un de gratter doucement l'écorce ou de frapper des petits coups avec une pierre à l'autre extrémité du tronc. Les sons produits vous parviendront avec une étonnante netteté à travers le bois. Mais vous n'entendrez plus rien dès que vous décollerez votre oreille du tronc. Les oiseaux qui nichent dans les cavités utilisent cette propriété du bois comme système d'alarme. Dès qu'une martre ou un écureuil grimpe dans l'arbre, le bruit de leurs griffes se propage jusqu'en haut de l'arbre et les oiseaux ont une chance de leur échapper. Si des poussins occupent le nid, ils peuvent tenter de détourner les agresseurs. Il est vrai, avec peu de chances de réussir. Mais au moins les parents restent en vie et peuvent compenser la perte par une nouvelle ponte. Les chauves-souris ont d'autres soucis que d'assurer leur descendance. Ces petits mammifères doivent pouvoir disposer de plusieurs cavités à la fois pour élever les chauves-souriceaux. Chez le vespertillon de Bechstein, ils sont élevés en commun par des petits groupes de femelles.
Ces colonies maternelles ne restent que quelques jours dans une cavité avant de déménager pour une autre. Si elles logeaient toute une saison dans les mêmes cavités, les populations de parasites qui les accablent se multiplieraient de façon exponentielle, leur rendant la vie impossible. Déménager à un rythme accéléré permet de limiter l'infestation et de laisser les parasites derrière elles. Trop grosses pour se faufiler dans les trous de pic, les chouettes doivent patienter quelques années avant de pouvoir investir une loge désertée. Durant ce laps de temps, l'arbre continue de se dégrader. Parfois, le tronc s'ouvre un peu plus et l'entrée s'agrandit. Le processus est plus rapide quand il s'agit d'arbres à trous, nom donné aux arbres immeubles, dans lesquels les pics ont creusé des loges les unes au-dessus des autres. La détérioration par la pourriture se poursuit, agrandissant ces loges qui finissent par communiquer les unes avec les autres et former une belle cavité prête à accueillir hulottes et autres chouettes. Et l'arbre dans tout cela? Il tente désespérément de résister. À vrai dire, il y a longtemps qu'il est trop tard pour agir contre les champignons qui prennent leurs aises depuis des années. Mais s'il réussit à maîtriser l'expansion de ses blessures externes, il peut prolonger sa vie de nombreuses décennies. Il continuera de pourrir intérieurement, mais il demeurera aussi droit et stable qu'un tube en acier et pourra vivre encore plus de 100 ans. Ses efforts sont reconnaissables aux bourrelets qui bordent les trous d'entrée des loges de nidification. Il est rarissime qu'un arbre parvienne à totalement refermer un orifice. Le petit bâtisseur fore impitoyablement le nouveau bois pour rouvrir le trou. Le tronc en décomposition devient l'habitat d'une communauté complexe. Les fourmis noires des bois sont parmi les premières à arriver. Elles colonisent le bois vermoulu, puis le rongent et le mâchent pour construire des nids à l'aspect de carton. Les parois intérieures sont imbibées de miella, le liquide sucré qu'excrètent les pucerons. Des champignons, dont le réseau rigidifie la construction, se développent sur ce substrat. L'existence d'un nombre infini d'espèces de coléoptères est liée aux mules, le matériau en décomposition à l'intérieur de la cavité. Leurs larves mettant plusieurs années à atteindre l'âge adulte, elles ont donc besoin de conditions environnementales stables et durables, c'est-à-dire d'arbres qui résistent des décennies avant de mourir et demeurent longtemps sur place. Du fait de cette longévité, leur cavité attire des champignons et d'autres insectes qui alimentent en permanence le mule en déjections et miettes de bois tombant en pluie du haut des parois. Les chauves-souris, les chouettes et les loirs laissent eux aussi leurs déjections tomber dans les profondeurs du tronc creux. Le terreau humide que constitue le mule est ainsi constamment enrichi en éléments nutritifs, une nourriture particulièrement prisée des Ischionomera sanguinicolis, ou bien des larves du pic-prune, un coléoptère noir d'aspect massif qui peut mesurer jusqu'à 4 cm. Le pic-prune est un paresseux qui reste volontiers toute sa vie durant au pied du même tronc vermoulu dans l'obscurité d'un trou. Comme il est peu apte au vol ou à la marche, plusieurs générations d'une même famille peuvent se succéder au fil des décennies au sein de l'arbre hôte. On comprend mieux dès lors combien il est important de préserver les vieux arbres en fin de vie. Si on en débarrasse la forêt, ces gros scarabées n'auront jamais la force de franchir les 1 ou 2 kilomètres qui les séparent d'un nouvel hôte potentiel. Le jour où l'arbre baisse les armes et succombe sous les bourrasques d'une tempête, il n'aura pas vécu pour rien. Même si le lien précis de cause à effet est encore à l'étude, nous savons déjà que l'augmentation de la biodiversité induit une stabilisation de l'écosystème forestier. Plus les espèces présentes sont nombreuses, moins le risque est grand que l'une d'elles se développe au détriment des autres, car il se trouve toujours un adversaire pour se mettre en travers de son chemin. Et même mort, nous l'avons vu dans le chapitre sur l'acclimatisation, du fait de la seule présence de son cadavre, l'arbre peut encore contribuer aux ressources en eau des arbres vivants.